Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de la RTS. Voici les titres de ce journal. Approvisionnement en moutons. Le foirail de Kidira, bien fourni, situé à la frontière malienne. Cette zone carrefour est stratégique en cette période de tabaski. Moment propice pour la brigade régionale d'hygiène de sensibiliser sur les gestes barrières. Pour cette célébration de l'Eid el-Kébir 2024, il n'y aura pas de pénurie de pommes de terre. 900 tonnes seront livrées tous les jours au marché. Annonce faite par l'Agence de régulation des marchés. Son directeur général est Amban chez Swami Agri, le plus grand producteur du pays. Nous restons toujours dans le Nord pour une visite guidée cette fois sur la langue de Barbarie. Guetndar, célèbre quartier saint-lusien, connu pour la pêche artisanale, mais pas que, une terre d'hospitalité selon ses habitants. Reportage à suivre. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en tournée, Abdourahmane Diouf, était dans le sud-est du pays, à Ziguinchor. Il a visité l'ISEP de Bignona et l'université Assane Seck. Michel Mendy. La visite du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a démarré dans le centre de Guérina, commune de Niamone. Ici, les apprenants en première année de la filière énergie renouvelable et production durable de l'ISEP de Bignona sont en pleine activité pratique. C'est le simple allumage, alimenté par une lampe et aussi, ça c'est un seul contact. Ici c'est double allumage, ça peut alimenter deux lampes, ça peut alimenter ici et ici. Ici c'est va et vient. Comme ça, tu peux l'ouvrir ici et le fermer là-bas. Au même moment, dans les classes, ceux de la filière gestion durable des écosystèmes naturels font cours sur la préparation des semences. Voici la graine, après on va procéder au lavage. Après le lavage, on va le sécher et après le séchage, on va le stocker. Conditionner et après, en final, le stocker. Okay. Oui. C'est ça qui va être la semence. Oui. Okay. Ces deux filières sont parmi les 7 que compte l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Bignona. La délégation ministérielle a visité les nouveaux locaux de l'ISEP de Bignona avant de se rendre à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ici, le ministre s'est imprégné des difficultés auxquelles l'université fait face. Au terme de cette visite, j'ai retenu essentiellement qu'il est d'une urgence absolue de réengager et de terminer les chantiers de l'université Assane Seck de Ziguinchor dans les plus brefs délais. Ces chantiers, nous les avons vus. Les étudiants nous ont dit toute l'attention qu'ils veulent voir accordée à ces chantiers. Mais c'est la préoccupation de tout le monde, la préoccupation de l'État, la préoccupation du gouvernement. Donc il ne peut pas y avoir à cet égard de dissonance dans l'expression des besoins qui sont les nôtres. Des chantiers dont certains ont démarré depuis 2015 sont toujours en cours. Le ministre s'est engagé pour l'achèvement des travaux. Pour tous ces chantiers dont nous avons parlé et dont la terminaison donnerait une bouffée d'oxygène importante à notre université, ce plan-là sera pris en charge dans les 2 prochains mois. Nous allons en faire un programme d'urgence pour que les étudiants et le personnel, les enseignants et l'administration soient dans les meilleures conditions de travail pour que l'université Assane Seck de Ziguinchor continue sa montée en puissance. Le ministre, avant de quitter Assane Seck, a présidé une séance de travail avec les membres de la communauté universitaire. L'actualité, c'est aussi le pèlerinage à la Mecque qui a débuté ce week-end. En attendant, les pèlerins terminent leur séjour à Médine la Sainte. Sur place, ils retracent le parcours du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à travers le Koulouziyar. Parmi les sites visités, le mont Uhud, c'est là-bas que s'est déroulé en l'an 3 de l'islam, la célèbre bataille qui a fait tomber 70 des compagnons du prophète. À Médine, pour la RTS, nous retrouvons Moussaba et Maman Moussagnan.
Le mont Uhud, situé non loin de Médine, a été rendu célèbre par la bataille qui s'y déroula à l'époque du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ici est enterré Hamza, ce valeureux compagnon et oncle du prophète Mohammed, en même temps que plusieurs dizaines de ses compagnons morts pour l'islam. Hamza ibn Abdul Muttalib, quelqu'un qui, son entrée en islam a été déterminante parce que c'est quand il est entré dans l'islam que les compagnons ont commencé à prier dans la Kaaba. On visite aussi ce lieu parce que c'est un lieu où reposent 70 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont tombés lors de la célèbre bataille de Uhud qui s'est passée à la 3e année de l'islam. Ce jour-là, on a vu le prophète alayhi wa sallam pleurer d'une manière qu'on ne l'a jamais vu pleurer auparavant. À cause de la tristesse, mais à cause aussi de ce qu'on a fait à Hamza, parce qu'on l'a mutilé après sa mort, ce qui est interdit en islam. Chaque année, ce sont des milliers d'invités de Dieu qui viennent découvrir l'endroit mythique. La bataille de Uhud est une leçon pour les musulmans. En effet, l'occasion est de rappeler que la victoire d'Allah s'éloigne quand survient la division. Au début de la bataille, les compagnons ont remporté la victoire. Les infidèles, les mécréants qui étaient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont laissé le butin. Les gens qui étaient sur l'archer, ils sont descendus pour récupérer le butin, malheureusement en désobéissant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui fait que les ennemis, une partie des ennemis guettaient cette descente et ils ont contourné la montagne pour attaquer par derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les autres qui s'étaient enfuis se sont retournés et le prophète fut encerclé, lui et ses compagnons. À cet endroit, maison d'Allah, le Très-Haut, le Tout-Puissant, a ordonné au prophète de changer de direction pour l'office de la prière, donc de Qibla. Ainsi, le changement de Qibla vers Al-Quds est passé pour la Qibla vers la Mecque. La direction première, c'était Jérusalem. Ils ont commencé la prière en se dirigeant vers Jérusalem. Un parmi les compagnons est venu leur dire « Attention, la direction a changé, les versets sont descendus. » C'est la seule prière qui a été effectuée dans 2 directions différentes. C'est pourquoi la mosquée où se situe cet événement-là, on l'a appelé la mosquée des 2 directions, Masjidou Qiblatayn. Masjidou Quba aussi, le fait de le visiter, c'est une tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On raconte que chaque samedi, il se déplaçait, il prenait ses ablutions et marchait jusqu'à Masjidou Quba pour faire 2 rakas dans cette mosquée, qui est la première mosquée qui est bâtie en islam. Il faut savoir aussi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait ses ablutions correctement, qui se rend à Quba et qui prie, il aura la récompense d'une umrah. Je n'arrive pas à l'expliquer. C'est des moments vraiment inoubliables. J'arrive pas à l'expliquer. Ce que je ressens, j'arrive pas à l'expliquer, franchement. Et vous avez prié pour vos parents? Oui, ma mère, Soham El Wardini, une brave dame. Mon papa aussi, mes enfants, mon mari, tout le monde, et tout le Sénégal. Les pèlerins qui ont transité par Médine passent leurs dernières heures dans la ville sainte. Ils sont attendus à la Mecque en fin de semaine. Et nous ouvrons à présent la fenêtre consacrée aux préparatifs de la Tabaski, qui dira nouvelle étape de la tournée du ministre secrétaire d'État à l'encadrement du monde paysan. Sur place, le foirail est bien approvisionné en moutons. Cette zone carrefour est, vous le savez, très fréquentée en cette période. Pendambao. Kidira, situé à la frontière sénégalo-malienne, est un baromètre de l'approvisionnement de moutons de Tabaski, un point de vente stratégique, une zone de transit qui permet de quantifier les entrées et dire si le Sénégal sera autosuffisant ou pas. Et cette année, un surplus est même annoncé. Ces moutons de Tabaski qui sont entrés par Kidira venant de la Mauritanie et du Mali, par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire à J-8, on a eu une différence de plus 22 000. Petits moutons de Tabaski qui sont déjà entrés dans le territoire. Actuellement, on peut oser dire que les moutons de Tabaski, non seulement il y en aura suffisamment, mais pour toutes les bourses, parce que toutes les catégories de moutons quand même sont passées en quantité suffisante. Que disent les acteurs et partenaires, notamment les transporteurs? Bon, pour le moment, cette année, on n'a eu aucune difficulté par rapport avec nos agents, nos forces de défense et de la sécurité, la police, la gendarmerie. Vraiment, nous n'avons pas eu de problème. Et même s'il y a des problèmes, une fois que nous interpellons le commandant ou bien le sous-préfet, bon, il n'y a pas de problème, il règle le problème, les véhicules vont comme ça. Machallah, tout se passe très bien. Même son de cloche chez les éleveurs et les forces de défense et de sécurité. Cependant, un contrôle minimum sera fait tout au long du corridor. Ce que j'ai entendu des services, c'est que tout se passe bien, alhamdoulilah, et vous encouragez à continuer sur cette lancée-là, mais facilitation ne signifie pas absence de contrôle.
Auparavant, le ministre secrétaire d'État a présidé une réunion bilan de l'état de mise en œuvre du plan d'action Tabaski 2024 avec l'ensemble des acteurs. Au cours des débats, le point sur le financement a été évoqué. Mais ce mécanisme-là, pour qu'il puisse continuer, il faut que aussi les bénéficiaires apprennent à rembourser les dettes. Parce que s'ils ne remboursent pas, le fonds ne pourra plus renouveler. On ne va pas dire que le fonds ne va plus financer, mais on va aller dans les départements où les éleveurs remboursent. À Kidira, à Missira Wadène et au niveau des autres points de vente visités, les moutons arrivent en quantité suffisante, mais malgré les facilités de l'État, le prix reste encore un peu cher. À Thiès, la brigade régionale d'hygiène sur le terrain pour sensibiliser les usagers sur la gestion du bétail en cette période de tabaski. Vendeurs-acheteurs sont conseillés sur les conduites à tenir, santé animale, aliments de bétail, tout doit être aux normes. Kaltom Gay. À 10 jours de la tabaski, les points de vente de moutons commencent déjà à se remplir. Sur ces lieux, on note un regroupement intense de moutons, de vendeurs et d'acheteurs. Et qui dit concentration, dit mesures d'hygiène. Le service d'hygiène de Thiès prend les devants. Il a effectué une tournée dans les sites pour sensibiliser avec une stratégie de communication axée sur 3 aspects. Le premier message, c'est surtout la gestion des cadavres d'animaux, donc qui se pose avec acuité durant les préparatifs de ces fêtes de Tabaski. L'autre aspect par rapport au message qu'on va délivrer aux vendeurs, c'est surtout de porter une attention sur la santé même de l'animal. Donc voir s'il n'y a pas de présence d'œdème, il n'y a pas de présence de plaies, etc. Donc, et le troisième aspect qui est lié à ces vendeurs d'art alimentaire, c'est souvent l'usage abusif des antibiotiques. Donc la conséquence de cet usage abusif des antibiotiques, c'est qu'on puisse les retrouver au niveau de la chaîne alimentaire. Donc c'est pourquoi aussi on leur demande vraiment de faire très attention à cet usage intempestif d'antibiotiques qui peut vraiment se retrouver au niveau de la viande. Ces soldats de l'hygiène sur le terrain ont échangé avec les usagers. Une attention particulière est portée sur le respect des gestes barrières. C'est vrai que nous avons souvent la poussière qui s'élève dans ces lieux de vente de bétail, mais l'idéal c'est vraiment que les gens puissent se protéger avec des masques. Donc l'autre aspect qui est lié à ces acheteurs, c'est de mettre l'accent aussi sur la santé même des animaux, au même titre que le vendeur de moutons. Donc, et le dernier aspect, c'est surtout lié à ceux qui vendent des denrées alimentaires. C'est vrai que la Tabaski, principalement, il y a le mouton, mais il y a des activités connexes qui gravitent autour de la vente de ces moutons. Donc c'est pourquoi aussi nous faisons une sensibilisation pour ces vendeurs de gargotes, par exemple, de restaurants, donc pour le respect au moins des gestes élémentaires liés à l'hygiène. On espère avec ces batteries vraiment d'activités de communication qu'on puisse vraiment assurer la sécurité sanitaire de ceux qui viennent au niveau de ce louma, de ceux qui vendent des bétails au niveau de ce louma, et qui va permettre vraiment d'éloigner certains types de maladies qu'on peut rencontrer dans ces lieux de vente de bétail. Appliqués à la lettre, ces conseils pourront permettre aux acheteurs d'avoir leurs moutons dans des conditions d'hygiène optimales. Cette bonne nouvelle, je vous le disais en titre, il n'y aura pas de pénurie de pommes de terre pour cette tabaski. C'est l'assurance du directeur général de l'ARM en visite à Swami Agri, le plus grand producteur du pays. Ansoumana Sané annonce la livraison de plus de 900 tonnes par jour, soit 9 750 francs CFA, le sac de 25 kg. Reportage Amban de Abdouad. Dans ces chambres froides, suffisamment de pommes de terre pour ravitailler le marché sur plusieurs mois. Swami Agri dispose d'un stock de 70 000 tonnes. À l'heure actuelle, il reste le seul opérateur capable de satisfaire la demande. À l'issue de sa visite dans les entrepôts, le directeur général de l'Agence de régulation des marchés rassure quant à la disponibilité de la denrée dans les marchés à quelques jours de la Tabaski. Nous avons vraiment, à travers cette visite, accompagné par l'Association des consommateurs du Sénégal, mais aussi la direction du commerce intérieur et mes collaborateurs, à savoir le directeur de l'exploitation, pour vraiment rassurer les Sénégalais quant à la disponibilité des denrées de première nécessité, notamment de façon particulière la pomme de terre aujourd'hui, ou qui doit accompagner un certain nombre de produits sur le marché pour alimenter les Sénégalais lors de la période de Tabaski. La demande mensuelle en pommes de terre est estimée à 12 000 tonnes, avec un pic pour la période de Tabaski.
Pour un ravitaillement correct de marché, une nouvelle organisation logistique est définie. Tous les jours, jusqu'à 30 chargements sont prévus, soit 900 tonnes. 30 camions jour aujourd'hui pour 30 tonnes par camion ou 40 tonnes par camion, nous pouvons espérer pratiquement au niveau de chargement journalier de pratiquement 900 tonnes. Alors que la moyenne normale est de 500 tonnes jour. Donc ce qui augure pratiquement de bonnes perspectives pour assurer les Sénégalais que fondamentalement, si le rythme est maintenu et si les dispositions logistiques aussi sont maintenues en l'état et aussi le relais que la chambre froide de Diamniadio qui a une capacité de 10 000 tonnes peut prendre pour assurer l'éclatement sur l'étendue du territoire, nous pensons que fondamentalement, aujourd'hui, les Sénégalais peuvent disposer entièrement de la pomme de terre. À ce rythme, impossible de parler de pénurie de la denrée, encore moins de spéculation sur les prix. Que déjà en termes de structure de prix, au niveau de Sénéguindia, le prix est invariable. C'est le prix sorti chambre froide qui est de 9 750 francs. Si on ajoute par étape en tout cas la marge bénéficiaire, le prix arrivé consommateur ne devrait pas dépasser 12 000 francs. Et c'est le lieu ici même, à quelques encablures de la Tabaski, de les inviter, ces organisations-là, Inokwa Diapo, Inokwa Yassal, Axis, à sensibiliser leurs membres pour qu'au moins qu'il n'y ait pas une spéculation, car au départ de Mbane, le prix ne varie pas vers la hausse. C'est 9 750 francs le sac de 25 kilos. Ce serait inconcevable qu'un sac de pommes de terre revienne au consommateur à 13 000 francs. L'oignon, l'autre denrée très demandée durant la fête. Swami Agri n'est pas encore autorisé à commercialiser sa production. Les stocks disponibles chez les commerçants couvrent largement la demande. Ce qui fait que sur le marché, fondamentalement, le niveau est acceptable. Et je pense que, contrairement à la pomme de terre, au niveau de l'oignon, on parle peut-être de mévente, on ne parle pas d'indisponibilité. Et les dispositions sont en train d'être prises en termes au plan administratif pour assurer une bonne commercialisation et éviter les pertes post-récolte. L'oignon et la pomme de terre seront donc disponibles dans les différents points de vente. Une réunion est prévue entre l'agrobusiness et les grands commerçants. Objectif, apporter plus d'efficience dans la chaîne de distribution. On s'intéresse maintenant à la fourniture en eau potable. Les besoins de la zone sud-est évalués. Les résultats annoncent la création de 34 ouvrages. Pour cela, 70 milliards de francs CFA seront mobilisés pour faciliter l'accès à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène à plus d'1 million de Sénégalais en zone rurale. Louis Bitsa. Les potentiels des ressources en eau en Casamance et au Sénégal oriental ont été évalués durant plus de 2 bonnes années. Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Kédougou, Tambacounda et Kaffrine sont les régions ciblées pour une amélioration des services d'eau potable et d'irrigation. Avec les changements globaux, notamment les changements climatiques, il fallait actualiser vraiment les études d'eau de surface et d'eau souterraine en vue de satisfaire la demande, notamment la demande pour l'eau potable, mais la demande pour les autres usages, les industries, l'agriculture. Et quand nous avons fait les simulations, nous avons vu que d'ici 2050, il y a des besoins énormes en eau dans la zone. Je pense que si je ne me trompe pas, il y aura une augmentation de 200 millions de mètres cubes par an. Bien que ces zones enregistrent des records pluviométriques par rapport au reste du pays, les systèmes de production agricoles restent timides. La Banque mondiale a mis le paquet pour résorber le cap. L'objectif principal de ce financement, d'un montant de 130 millions de dollars, soit près de 70 milliards de francs CFA, est d'accroître l'accès à des services améliorés d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène dans des zones rurales et urbaines sélectionnées et renforcer la capacité de gestion des ressources en eau. Il va bénéficier globalement à plus d'1 million de personnes qui vont avoir un accès à des services d'eau ou d'assainissement. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est réjoui des résultats restitués. Couchées sur le papier, les recommandations devraient répondre à la demande en eau non satisfaite
dans les régions sud et sud-est du pays. Les recommandations vont tourner autour véritablement de tout ce qui est gestion efficiente par notamment les services techniques, la DGPRE en premier, et tous les parties prenantes du ministère pour pouvoir planifier au mieux et véritablement conformément aux engagements de l'État du Sénégal. La région de la Casamance et du Sénégal oriental sont caractérisées par deux principaux ensembles géologiques. Le bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien et le socle précambrien. Les différentes formations géologiques rencontrées influencent fortement la distribution et la qualité des ressources en eau. Nous reparlons de l'élection présidentielle du 24 mars dernier. L'Association sénégalaise du droit constitutionnel dresse un bilan. Elle salue la résilience institutionnelle observée lors du processus. Selon les membres de cette structure, le Sénégal s'est distingué par ses institutions fortes. Toutefois, il préconise le renforcement du Conseil constitutionnel avec l'érection d'une Cour constitutionnelle. Salut Sek. Ils sont des juristes universitaires et autres membres de la société civile intéressés par les questions constitutionnelles à échanger sur le bilan de l'élection présidentielle. Une lecture scientifique du processus électoral est faite par ses participants. L'un des aspects importants, c'est la résilience institutionnelle qu'on a vue. Le Sénégal a été sauvé, on peut le dire, grâce à ces institutions. Donc ce sont les institutions qui ont permis de sauver le pays. Et là, on peut faire un bilan, un diagnostic positif pour voir que si on a des institutions fortes, la démocratie peut survivre. La démocratie, elle est sauvée. Et aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, à travers la posture qu'il a eue, nous a permis de voir que des institutions fortes valent mieux que des hommes forts. Le second aspect, c'est que nous avons une administration qui a été capable d'organiser des élections dans un laps de temps et dans une incertitude, ce qui a été aussi un élément à saluer. Après ce diagnostic, des propositions de réforme constitutionnelle seront faites pour éviter les difficultés notées lors de la dernière élection présidentielle. Une des premières réflexions qu'on voit aujourd'hui, c'est est-ce qu'il ne faut pas renforcer les pouvoirs du Conseil constitutionnel, aller même vers une Cour constitutionnelle avec des pouvoirs clairement définis, ce qui lui permet de jouer pleinement son rôle en matière de démocratie, en matière d'état de droit. Ça, c'est un aspect fondamental. Les parrainages, on en a parlé. On a vu les candidats décrier le système des parrainages. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas revoir ce système-là, le code électoral, la Constitution, pour aller vers un système de parrainage plus efficace, plus efficient? La question de la double nationalité, on l'a vu ici. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui renforcer notre dispositif constitutionnel pour éviter que ces problèmes arrivent demain? Au sortir de cette journée de réflexion, ces recommandations formulées seront mises à la disposition du gouvernement. À côté, la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Sénégal a aussi rendu son rapport final. Le document contient les principales observations sur l'élection présidentielle ainsi que des recommandations prioritaires pour les scrutins à venir à Bébombaï. L'élection présidentielle est passée. Le Sénégal vient de tourner une page. Mais la mission d'observation électorale de l'Union européenne a tenu à revenir sur le processus en livrant son rapport. Constats et recommandations au menu. L'élection présidentielle sénégalaise a été marquée par une crise majeure provoquée par l'interruption du processus électoral du 3 février au 6 mars. Et finalement, le Sénégal a surmonté cette crise sans précédent grâce à l'attachement des Sénégalaises à l'état de droit et à la résilience des institutions sénégalaises. Selon l'Union européenne, il y a des domaines sur lesquels un renforcement s'impose. Les jeunes, la carte électorale, le parrainage. Les audits récents du fichier ont exposé que près de 50% des jeunes de 18 à 30 ans n'étaient pas inscrits. Une tendance qui s'est confirmée lors de cette élection. Il convient de prendre des mesures spécifiques afin d'augmenter le taux d'inscription et de participation des jeunes. Et certaines restrictions au droit de vote persistent aussi quand on parle de l'inclusion, contrevenant ainsi aux obligations internationales. Le système de parrainage. Sur les 93 candidatures déposées, 21 ont passé le filtrage du parrainage dans une procédure de validation menée par le Conseil constitutionnel et contestée par de nombreux candidats. En raison de l'interdiction légale de parrainer plusieurs candidats, le Conseil constitutionnel utilise une solution technique trop stricte de vérification des données de chaque parrain.
la situation du temps d'antenne refusé au candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye par le CNRA sur la RTS a figuré en bonne place dans le rapport. L'entrave de faire campagne le président Diomaye Faye et aussi le fait qu'il n'a pas pu faire partie de programmation de RTS autant que candidat. Donc c'est dans le rapport. On a eu la question par rapport au candidat et le président était emprisonné. Et on avait dit que notre intention, c'était de voir tous les candidats, peu importe où ils se trouvaient. Et on avait souligné le droit de faire campagne et le droit de respecter l'égalité entre candidats, qui est tout le monde qui était déclaré candidat. De la même manière que l'Union européenne prône la démocratie, l'Afrique a aussi une leçon à donner. Et l'exemple du Sénégal, avec l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, inspire et rassure non seulement l'Afrique, mais l'Europe et le monde. Une convention sur le financement de la planification familiale de la santé maternelle et infantile a vu le jour. Elle a été signée à Thiès entre l'Union des associations, des élus locaux et l'ONG 3 Cap Santé. Ensemble, ils ont lancé le plaidoyer pour le renforcement du budget de la santé au Sénégal. Mamadou Sakine. Cet acte marque un pas important en faveur du financement de la planification familiale de la santé maternelle et infantile. Une signature matérialisée par l'Union des associations d'élus locaux et l'organisation de la société civile 3 Cap Santé. Nous avons estimé que qu'en nous donnant la main, nous parviendrons à résorber certains gaps identifiés dans le plan stratégique 2024-2028, le plan stratégique santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents. Des élus ont déjà posé les jalons pour le bien-être de la femme et de l'enfant. La plupart des élus ont signé les lettres d'engagement pour le renforcement du financement de leur culture locale dans le domaine de la santé, de la mère et de l'enfant. Je pense que si la société civile et les acteurs locaux, notamment les maires et les présidents de département, se mettent ensemble, c'est d'abord pour mutualiser les moyens et aller vers un partenariat dynamique dans l'intérêt des populations qui les ont élus. Je vais donc les féliciter, les encourager et souhaiter que cet exemple soit démultiplié dans l'ensemble des 14 régions du Sénégal. L'objectif de 3 Cap Santé et des élus locaux est de contribuer considérablement à la recherche de moyens pour sauver des vies. Et il plaide pour le renforcement du budget de la santé au Sénégal. Pretana Forum 2024, la jeunesse africaine s'est retrouvée à Dakar pour réfléchir sur l'étape d'Éthiopie. Cette rencontre de 2 jours a contribué à l'implication active des jeunes dans les questions sécuritaires en Afrique. Et de ces consultations sont attendus des plans d'action nationaux sur la paix et la sécurité du continent. Fatou Diouf. Les jeunes sont au cœur de la problématique de la paix et de la démocratie en Afrique. Si certains sont enrôlés dans les mouvements armés, d'autres par contre sont engagés dans les processus de paix. Leur présence dans les hautes instances de décision est primordiale pour trouver des solutions idoines. Il s'agit de voir comment passer de la sécurité militaire à la sécurité humaine. Utilisant une formule assez poétique, on a posé la question de savoir comment transformer les épées et les fusils en socle de charrues pour ce continent-là, dans un instrument agricole plutôt. Et en effet, il faudrait non seulement renforcer l'architecture de sécurité de ce continent-là, mettre fin au coup d'État militaire et aux rébellions, au djihadisme et à la violence qui ravage des pays entiers, des régions entières de notre continent, mettre fin aux atrocités de masse que nous vivons dans beaucoup de parties de ce continent-là. Mais il faudrait également assurer la sécurité des vies humaines et la dignité des hommes et des femmes de ce continent-là. Le choix de Dakar pour abriter ces consultations n'est pas fortuit. La jeunesse sénégalaise a largement contribué à l'accession d'une nouvelle génération au pouvoir. Toujours dans cette dynamique, une consultation nationale des jeunes est prévue à Ziguinchor sur les résolutions 2250 des Nations Unies. Cette consultation nationale va s'organiser du 11 au 13 juin 2024 à Ziguinchor.
dans le sud du Sénégal. Elle ambitionne d'enregistrer la participation des jeunes venant des 14 régions du pays, des acteurs du mouvement associatif, des acteurs de la société civile intervenant sur les questions de paix et de sécurité, des partenaires techniques et financiers et des cadres du département de la jeunesse pour un seul objectif, déboucher sur un plan d'action national émanant des jeunes eux-mêmes sur la jeunesse, la paix et la sécurité au Sénégal. À l'instar des autres pays d'Afrique, le Sénégal va élaborer son plan d'action national sur la sécurité et la paix. La jeunesse africaine se donne donc au rendez-vous en Éthiopie pour le Tana Forum 2024. Cette question à présent, comment valoriser les productions agricoles sénégalaises, les transformer et les exporter? La préoccupation sera au centre du Salon international de l'alimentation à Paris, en France. Ces responsables du CIAL ont exposé les enjeux de la rencontre à la presse sénégalaise. Le but est de travailler pour une souveraineté alimentaire. Louise Bizza pour le compte-rendu. Le Salon international de l'alimentation va accueillir cette année 8000 exposants du monde entier avec 400 000 produits. Pour l'édition à venir, le rôle de l'Afrique sera valorisé dans l'industrie agroalimentaire mondiale. Pour les producteurs locaux, les innovations seront de taille. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des tendances mondiales qui se dégagent, avec toujours plus de recherche de plaisir, mais de plaisir de qualité et de plaisir responsable par rapport à l'environnement, par rapport au social. Donc on est vraiment convaincu qu'à un moment donné, la représentation africaine devrait être beaucoup plus forte pour vraiment comprendre ce qui se passe sur le marché mondial. Donc c'est évidemment extrêmement stratégique de pouvoir comprendre quel va être le rôle de l'Afrique dans l'industrie agroalimentaire mondiale. Et c'est pour ça que l'on souhaite donner un rôle plus important à l'Afrique dans le CIAL. L'enjeu tourne autour de la souveraineté alimentaire. Il s'agit de satisfaire les besoins des consommateurs sénégalais avec des produits de qualité et accessibles. Donc la souveraineté, c'est très important. Et ça passe par deux dimensions. Une dimension qui est de dire comment arriver à valoriser les productions agricoles sénégalaises pour pouvoir les transformer, les valoriser et surtout éviter le gaspillage. Donc vraiment utiliser au maximum cette ressource. Ensuite, voir comment vous pouvez aussi peut-être exporter cette ressource. Et c'est là l'intérêt d'être aussi au CIAL, c'est de voir comment les exportateurs sénégalais peuvent valoriser leur production. Le CIAL est un salon généraliste qui couvre l'ensemble de la filière agroalimentaire. Participer à cet événement, c'est rencontrer en un seul lieu l'ensemble des producteurs du monde. Une aubaine pour les producteurs locaux de valoriser et de faire connaître les produits du terroir. Le Zimbabwe a célébré la 44e anniversaire de sa fête d'indépendance au Sénégal. Elle a été marquée par le don d'un masque traditionnel au musée de la Renaissance africaine. C'était en présence du vice-ministre de l'Intérieur et du patrimoine culturel du Zimbabwe. Une action qui magnifie la coopération entre nos deux pays. Oumou Kalsoum Sall. Si l'habitude est de recevoir des cadeaux à l'occasion de son anniversaire, le Zimbabwe déroge à cette règle. À la célébration de la fête de son indépendance de cette année, il offre cet objet d'art traditionnel au Sénégal. Senegal and Zimbabwe share a common history of colonialism. Le Sénégal et le Zimbabwe partagent la même histoire coloniale. C'est donc dans l'intérêt des deux pays de consolider le partenariat dans divers domaines de la culture pour préserver notre héritage, fortifier notre indépendance et notre détermination. Une coopération fructueuse qui s'exprime dans divers domaines et les perspectives s'annoncent prometteuses. Cette année, nous comptons accompagner les jeunes dans l'agriculture, les reconnecter à nos terroirs pour relever les défis de la sécurité alimentaire pour le continent. Le gouvernement du Sénégal continuera d'examiner, avec celui de votre pays, les mécanismes de renforcement de l'axe Harare-Dakar, notamment à travers un dialogue politique de haut niveau, ainsi que la formalisation de relations de partenariat à travers l'instauration d'une grande commission mixte de coopération. L'ambassadeur du Zimbabwe au Sénégal a aussi renouvelé les félicitations de son pays au peuple sénégalais pour le bon déroulement
de la dernière élection présidentielle. Je vous emmène à présent sur la langue de Barbarie à Guet-Ndar, quartier historique très connu grâce à la pêche artisanale, l'activité principale pratiquée depuis plusieurs décennies, mais aussi une terre d'hospitalité très ancrée dans les valeurs sénégalaises où il fait bon vivre selon ses habitants. Reportage de Abdouad. Pour ses habitants, c'est le plus bel endroit sur Terre. C'est un endroit paisible. Les gens sont solidaires et travailleurs et très ouverts. C'est un quartier unique qui vous renvoie à la ville de Saint-Louis, à l'image du Takosa Ndar. Guet-Ndar est un quartier avec une identité reconnue partout. Plusieurs dizaines de pirogues sur la berge, l'image emblématique d'un des quartiers les plus célèbres de Saint-Louis. Guet-Ndar, sur la langue de Barbarie, cerné par l'océan Atlantique et un des bras du fleuve Sénégal. Entre Guet-Ndar et la pêche, c'est toute une histoire qui a traversé plusieurs générations. La proximité avec l'océan et le fleuve a fait des Guet-Ndariens des pêcheurs. Du temps de nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui, la pêche se pratique ici. C'est un héritage. À l'époque, la pêche était prolifique. Les pêcheurs avaient même du mal à écouler leurs poissons. Les femmes se chargeaient de la transformation pour revendre à l'intérieur du pays. Le milieu naturel offre aux Guet-Ndariens des conditions favorables à la pêche. Tous les jours, des dizaines de pirogues prennent le large à la recherche de poissons. On se bat tous les jours au travail et on rend grâce à Dieu. Nous croyons à la pêche. C'est ce que nous avons hérité de nos parents. Et nous avons la responsabilité de transmettre à nos enfants. Un Guet-Ndarien est un travailleur. Partout où il va, il garde toujours cette culture de l'effort. Sous cette tente se réunissent les dignitaires du village, principalement d'anciens pêcheurs. Ils ont su inculquer aux jeunes générations un amour du travail bien fait. Ici, nous discutons sur la bonne marche de la société, l'éducation des enfants et bien les préparer à prendre la relève. La parole des anciens, un précieux viatique dans cette communauté, où les membres sont tous unis par les liens du sang. On aurait pu être dans la délinquance. Heureusement, l'autorité nous a mis sur le droit chemin. Guet-Ndar est aussi connu pour son sens de l'hospitalité, mais également la solidarité qui prévaut entre les habitants. Sous cette tente, impossible de distinguer les riches et les pauvres. On mange tous à notre faim. Si un des membres est en difficulté, nous livrons en aide en toute discrétion. L'apprentissage du Coran est un pilier important de l'éducation des enfants. Dès le bas âge, ils fréquentent les écoles coraniques qui doivent faire d'eux les hommes de demain. L'apprentissage du Coran est incontournable à Saint-Louis et notamment à Guet-Ndar. Nous avons le devoir de poursuivre cette mission. Ici, les enfants doivent maîtriser d'abord le Coran avant de penser à autre chose, comme devenir pêcheur. Si on leur apprend tout, ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs.
Le quartier est densément peuplé. Il s'étend sur 17 hectares et abrite environ 30 000 habitants. 76, Beaucoup d'habitants se sont installés à Gohumbaj en 1976, d'autres à Hydrobase en 1985. Une partie à Ngalel, sans compter ceux qui ont déménagé dans d'autres localités. L'érosion côtière a emporté une bonne partie du littoral. Conséquence, plusieurs familles ont été déplacées dans le site de relogement de Djougop. La digue de protection a été salvatrice pour plusieurs habitations. Mais pour combien de temps encore? Avant, il était impossible de marcher sur la plage. Les vagues étaient violentes et frappaient les habitations. C'est vrai qu'il y a accalmie, mais les experts s'accordent tous sur une chose. Les régions côtières menacent encore le littoral. L'érosion côtière, la rareté de la ressource halieutique, l'explosion démographique, l'avenir semble sombre pour ce quartier historique. Mais l'octroi des licences de pêche mauritaniennes, la publication des listes des navires autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction sénégalaise apporte un rayon d'espoir à cette activité cruciale qui emploie toute une communauté. L'argent, la liberté, une histoire du franc CFA, c'est le titre d'un long métrage de la réalisatrice Cathy Lenadiaï. Il revient sur l'histoire de cette monnaie rattachée au trésor français. Ce film documentaire pose le débat sur les conséquences de cet héritage colonial sur l'économie des pays du continent usagé du franc CFA. Sorti en 2022, il a été projeté ce vendredi au cinéma Oumou Kalsoum Sall. Il s'agit d'une histoire, l'histoire d'une monnaie, le franc CFA. La réalisatrice Cathy Lenadiaï nous replonge dans les archives de cet héritage colonial, dont les tenants et les aboutissants sont inconnus de la plupart des usagers. S'agissant de la monnaie, s'agissant des finances, s'agissant de l'économie, nous, citoyens, on a l'impression qu'on n'est pas habilités à comprendre, que ça nous dépasse. Mais finalement, si on comprend véritablement et on saisit ce qu'est une monnaie, ce qu'est le franc CFA, alors on comprend que voilà, nos vies sont infiniment et intimement liées à cette monnaie et qu'il faut effectivement se saisir de cette question-là. Et donc là, on a eu beaucoup d'images, notamment des images d'archives, qui nous ont parlé d'un sujet pas facile, le franc CFA, et qui permet, en tout cas au grand public, de comprendre, malgré la technicité, les rouages en fait, de ce phénomène politique. Parce que le CFA, c'est un phénomène politique. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a été créé en 1945 pour servir les objectifs coloniaux. L'Empire disparaît, mais le dispositif demeure. Cette phrase résume le film. Une production d'1h45 qui met à nu les inconvénients du franc CFA sur nos économies. Cette tutelle monétaire semble remettre en cause l'indépendance de 14 pays africains. L'épisode de la dévaluation en 1994 confirme leur impuissance sur une question de souveraineté. En commençant à plonger dans l'histoire, j'ai réalisé que finalement, pas mal de nos maux, difficultés économiques, difficultés politiques, etc., pouvaient peut-être s'expliquer à travers cette histoire du franc CFA, cette monnaie. Un débat très passionnant sur ce sujet d'actualité a suivi la projection du film. Le Sénégal est devenu un pays pétrogazier et il n'y a aucun sens économique pour un pays pétrogazier à fixer sa monnaie à l'euro. Donc le Sénégal, pour moi, devrait battre monnaie, pas pour des raisons nationalistes, parce que c'est de cette manière que le Sénégal pourra se doter de politiques industrielles, avoir une autonomie financière. Parce que quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que la monnaie, c'est une dette. Et aucun État qui émet sa propre monnaie ne peut manquer de sa propre monnaie. C'est-à-dire la monnaie ne peut pas manquer. Ce qui peut manquer, c'est ce que la monnaie est censée acheter. Des équipements, du travail, de la créativité. Ça peut manquer. Mais du moment que vous dites que vous êtes une nation viable, vous avez des gens capables. Si vous battez monnaie,
vous pouvez mettre à contribution ces gens-là. Si nous avons beaucoup de chômage et sous-emploi, c'est parce que le système monétaire ne joue pas son rôle. L'argent, la liberté, une histoire du franc CFA, sorti en 2022, est le résultat de 7 ans de recherche. En plus des archives, Katilena Ndiaye donne la parole à des acteurs qui, à des positions et contextes différents, ont été témoins de l'évolution de cette monnaie. L'actualité sportive en bref avec les championnats d'Afrique de pétanque qui se déroulent actuellement à Marrakech au Maroc. Le Sénégal joue la finale continentale ce dimanche à 19h contre le vainqueur de la demi-finale Tunisie-Maroc. Pour rappel, les Sénégalais ont battu le Bénin, vice-champion du monde, sur le score de 13-1. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. L'information revient aux environs de 23h. À tout à l'heure.